Au Parlement européen, avec Laurence Trochu, Guillaume Pelletier et Nicolas Bay, vos élus français membres du groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR, nous nous battons pour sauver l'agriculture française et refuser l'adoption du traité de libre-échange avec le Mercosur. Soutenez notre action en signant notre pétition sur stop-mercosur.com. Cette publicité est financée par le groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR. Un café, s'il vous plaît. Un café pour la table 6. Ligne droite. Combien je vous dois? C'est beaucoup trop cher. L'addition. Et pour cette addition, notre invité du jour est Nicolas Conquer, le porte-parole de Republican Overseas, qui représente le parti de Donald Trump en France. Et la raison de cette invitation est simple. On dit souvent que le Canada est le 51e État des États-Unis. Et on a appris hier soir la démission de Justin Trudeau. Alors c'est l'occasion d'en parler ce matin. Merci Nicolas Conquer d'être avec nous. Bonjour Elisabeth. Pourrions-nous commencer par dresser un portrait de Justin Trudeau? Il est souvent présenté comme l'une des figures emblématiques du progressisme. Alors effectivement, et ça il l'a pas volé. Donc Justin Trudeau, c'est jusqu'à présent le premier ministre actuel du Canada. Avant ça, c'était surtout le fils d'un ancien premier ministre, Pierre Elliott Trudeau, dans les années 80. Et donc il s'inscrit vraiment, il porte le même nom et il s'inscrit vraiment dans cette même lignée. Au décès de son père en 2000, il fait déjà un premier discours qui l'amorce en fait vers les responsabilités qu'il est amené à occuper, malgré le fait qu'il n'ait pas de prérequis ou de formation spécifique à cet effet. C'est quelqu'un qui a eu une carrière plus un peu dans les métiers artistiques, sportifs, il a été gymnaste, mais en tout cas il présente, lorsqu'il prend un peu les rênes du Parti libéral canadien en 2013, cette nouvelle énergie, ce nouveau profil, et également aussi lorsqu'il va être élu Premier ministre, un peu le contre-pied d'une certaine manière à l'élection de Donald Trump. Donc cette figure jeune, énergique, progressiste, et il est crédité avec beaucoup de codes de favorabilité. En 2015, il avoisine les 65%, et pour vous expliquer ce qui mène à sa démission aujourd'hui, c'est qu'il est tout juste à 22%. Donc c'est une lente usure du pouvoir, et également un bilan assez catastrophique de cette politique du toujours plus progressiste, du quoi qu'il en coûte aussi dans le Covid d'ailleurs, qui d'ailleurs aura sans doute accéléré sa descente un peu dans les sondages. Alors il y a des Canadiens qui expliquent que donc une partie de la population effectivement en avait assez de ce clan Trudeau, et cette idée de clan, c'est quelque chose que l'on retrouve ailleurs. On pourrait parler du clan Clinton. Ici on pourra avoir l'émergence d'un clan Sarkozy avec l'émergence du fils Sarkozy. Est-ce que c'est pas aussi le rejet de ce népotisme de la classe dominante progressiste auquel on est en train d'assister? Je pense qu'au-delà du nom, il y a surtout le bilan. Je pense que, vous savez, je ne vais pas tomber dans si ce n'est toi, c'est donc ton frère, faire un peu une espèce de culpabilité par association. Je veux juger les gens aux actes et j'exclus pas que les gens puissent changer un peu d'orientation. Mais là, toujours est-il que cette politique vraiment menée par Trudeau, tant sur la politique intérieure que sur la politique internationale, a été absolument catastrophique pour les Canadiens. Et ça se ressent donc sur l'adhésion. Donc les gens ont pu voter pour quelqu'un qui portait le nom d'une gloire passée, et je pense que ça a sans doute favorisé son ascension. Derrière, effectivement, il y a une forme de rejet du népotisme, mais le ministre des Finances de Trudeau, quand il démissionne pas par refus du clanisme ou de l'entre-soi. Il démissionne parce qu'il estime que Donald Trump aura l'ascendant sur Justin Trudeau, et que Justin Trudeau ne sera pas en mesure de gouverner le pays face à cette nouvelle donne électorale depuis l'élection de Donald Trump. Oui, alors justement, Donald Trump, qui lui serait assez ouvert à l'idée de fusionner les États-Unis et le Canada. Alors vous, justement, vous êtes le porte-parole de Donald Trump et de son parti en France. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu comment aujourd'hui l'Amérique de Donald Trump va se positionner vis-à-vis du Canada? Alors peut-être juste pour rappeler un peu cette timeline, cette période, ce calendrier. Donc Donald Trump, il a été élu pour un deuxième mandat le 5 novembre dernier. Hier, les résultats viennent d'être officiellement reconnus au Congrès et au Sénat. Donc c'est normalement le président élu, mais reconnu officiellement, et il sera investi officiellement le 20 janvier prochain. Ça dit qu'à l'heure actuelle, il a pas encore l'ensemble des pouvoirs exécutifs qui lui sont donnés. C'est-à-dire que les déclarations qu'il fait, elles sont pas suivies des faits. Oui. C'est pas lui qui a un rôle en matière de politique extérieure. Mais en l'occurrence, ces déclarations, elles sont à comprendre à l'aune du personnage, et surtout, et je vous le recommande à plus forte raison aujourd'hui, c'est le livre de Donald Trump, L'Art du Deal, ou Trump selon Trump, édité par un grand journaliste, André Berkoff, qu'on cite, mais vous préfacez, pardon. Et ça en dit long, en fait, sur la manière dont Donald Trump est cet maître de la négociation. Et donc ces sorties qu'il va faire
contre Justin Trudeau lorsqu'il dit tiens, si vous n'êtes pas en mesure de gérer les tarifs douaniers que je vais faire sur le Canada, je vais tout simplement annexer le Canada et vous deviendrez le 51e État. Il faut quand même y voir une certaine forme de légèreté ou de petite pique. À la suite de ça, c'était il y a quelques semaines, Justin Trudeau il rapplique immédiatement en Floride pour essayer d'obtenir les faveurs de Donald Trump, mais on l'a vu que 3 semaines plus tard, il remet sa démission. Donc, quand bien même les États-Unis voudraient faire une annexion du Canada, je pense qu'ils seraient accueillis en héros. Mais quand on voit, et donc on peut en parler, qui est amené à reprendre la suite de Justin Trudeau au Canada, à savoir le leader du Parti conservateur, Pierre Poilievre, je vous assurer que ils ont peut-être des choses à envier à Donald Trump, mais ils auront un excellent leader conservateur auquel je vous encourage à vraiment découvrir. On peut en parler davantage parce que c'est vraiment cette prochaine figure d'opposition qui, s'il devait y avoir des élections anticipées aujourd'hui, serait immédiatement le Premier ministre. Ils sont à 23 points au-dessus du parti de Trudeau. Ils sont à 43%, alors qu'ils sont à peine à 20% le parti de Trudeau dans les sondages. Donc voilà, on peut aussi faire peut-être un parallèle de ce qu'on est en train de voir actuellement, bien sûr, où il y a une volonté du peuple qui doit s'exprimer, mais encore une fois, Justin Trudeau qui annonce sa démission, pour l'instant, c'est uniquement sa démission au titre de chef du Parti libéral. Il ne remet pas sa démission en tant que Premier ministre. Et donc, ça ne convoque pas d'élection anticipée. Ça annonce juste un nouveau représentant de ce parti libéral. Et donc, comme le dit Pierre Poilievre, rien n'a changé. Vous avez le sentiment, mais c'est juste une farce et attrape de ce prestidigitateur de Justin Trudeau pour un peu endormir tout le monde. Donc, certes, ça montre cette fébrilité. Et il faut peut-être y voir un effet Trump depuis son élection. Même en avant de son émission, il y a Biden qui s'était mis fin à sa carrière politique. Là, on est en train de voir que ça bouge en Allemagne. Ça va bouger en Angleterre aussi. Et donc là, désormais, c'est Justin Trudeau qui démissionne. Donc, il faut y voir un effet Trump. Et il faut également aller au bout de la démarche et remettre sa démission de manière à ce que le Canada puisse être gouverné par ce parti conservateur. Et on voit qu'il y a encore d'autres formations politiques au Canada. Si on fait simple, il y a le Parti libéral qui est un parti vraiment centre-gauche, et il y a un nouveau Parti démocrate qui est un peu l'équivalent du NFP en France, qui lui fait un peu un blocage, parce que si aujourd'hui il devait y avoir des élections législatives, le Parti conservateur sera en majorité absolue. Et d'une certaine manière, ils n'y voient pas leur intérêt, donc ils bloquent un petit peu. Donc il y a encore une fois un esprit un peu boutiquier dans cette approche de paralyser les institutions, alors que Pierre Poilievre et le Parti conservateur seraient dans une situation de pouvoir redresser le pays. Alors justement, Justin Trudeau, il explique sa démission par la crise économique qu'il a du mal à gérer, et donc cette paralysie du Parlement. Il n'évoque pas justement tout cet axe du wokisme qu'il a soutenu pendant des années. À l'inverse, Pierre Poilievre, lui, explique « Je serai le Premier ministre du Canada anti-woke ». C'est effectivement un parallèle avec ce qui s'est passé aux États-Unis. Aujourd'hui, l'une des questions clés de la politique, c'est de savoir si oui ou non l'État sera woke. Oui, effectivement, et on le voit dans l'affiche du Parti conservateur, c'est aussi le slogan, c'est le gros bon sens. Donc on revient vraiment à des affaires bien concrètes, et on veut se détacher de toute cette idéologie. On n'est pas pour qu'il y ait différentes sensibilités, différentes orientations qui puissent s'exprimer et vivre en harmonie, mais on est à dénoncer l'idéologie qui vient gangréner les universités, les médias, l'école. On est contre une immigration de masse sur laquelle on a complètement refusé une certaine forme d'assimilation, et notamment qui a été favorisée sous Trudeau, où il y a une immigration grandissante, et donc c'est l'ensemble de ce bilan qui l'accable, et sur lequel il a été vraiment le grand artisan de tuer, de noyauter ce projet canadien, et qui fait qu'aujourd'hui c'est ça qui le conduit à cette porte de sortie. Tout ça, ça accentue l'idée d'un bloc outre-Atlantique qui va a priori, donc s'il arrive au pouvoir au Canada, pourrait s'afficher comme le bloc anti-woke. Est-ce que ça ne pourrait pas accentuer, à l'inverse, l'Europe comme étant le nouveau bastion du wokisme, la dernière place forte où justement l'idéologie peut fleurir et puis s'établir plus durablement? Alors je vais prendre le contre-pied. Je pense que justement ce mouvement, il est lié en réaction à ce virus mental du wokisme qui s'est généralisé en Europe, aux États-Unis et même on le voit aussi en Amérique latine. Et donc il y a une réaction à ça, elle est assez généralisée. Et au demeurant, c'est pas uniquement une bataille culturelle, c'est-à-dire c'est un des pans du combat, il faut pas le négliger, mais tant Trump que Poilievre, c'est pas uniquement le principal fer de lance. Certes, il y a une question civilisationnelle, mais derrière, il y a aussi une approche économique détachée d'idéologie pour conduire la marche d'un pays sans tomber dans
d'idéologie, notamment sur l'environnementalisme, sur l'indigénisme et tout ce que vous voulez, donc qui fait que c'est pas le combat du 21e siècle ne sera pas woke ou ne sera pas woke. Je pense qu'il y a un rejet qui va s'opérer, mais que la route est déjà lancée aussi, on le voit, et désormais les choses sont assez interconnectées. On le voit ce qui se passe en Allemagne, également au UK dernièrement. Et ça précédait déjà ce qu'il y avait on avait déjà la Hongrie, l'Italie qui avait déjà un peu montré la marche à suivre. Peut-être que c'est un peu moins prononcé en France, ce qui fait que la réaction est peut-être moins violente en fait. Je pense que quand même on le dénonce et on a raison de le faire, il y a d'excellentes associations, Parents Vigilants et d'autres qui sont au travail quotidien et qui sont présents, mais de fait, quand bien même le capitalisme woke fait aussi des ravages et vient censurer la liberté des salariés et noyauter un peu la liberté d'expression dans l'espace public, il n'y a peut-être pas cette aussi forte emprise qu'on pourrait avoir dans ces cultures protestantes que sont le Canada notamment et les États-Unis. Donc peut-être que la réaction se mettra un peu plus de temps à se matérialiser en France notamment. C'est la fin également d'un certain centrisme qui voulait se positionner comme étant la juste mesure entre deux blocs. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la réalité des partis est encore quelque chose de palpable qu'il faut prendre en compte, ou bien est-ce que c'est réellement le discours idéologique qui compte ? Est-ce qu'on est en train d'assister à la fin des guerres de chapelle ? Alors, la fin des partis politiques, ça nous renvoie à l'essai superbe de Simone Weil, la philosophe évidemment, dans les années 50. Mais aujourd'hui, la question, c'est qu'on voit qu'au contraire, on est en train de voir composer avec ces différents partis politiques et ces différentes sensibilités dans une logique de coalition. Donald Trump, c'est le fruit d'un parti c'est le Parti républicain que je représente, mais qui a opéré une mue et qui a également réussi à aller au-delà de sa base. Le véritable ennui, c'est que quand on vient noyauter ces partis politiques, notamment si on considère l'exemple qu'avait fait Emmanuel Macron en fait, en torpillant ce centre et en fusionnant tout ça, et qui tourne uniquement autour de sa petite personne, c'est que derrière il finit plus par lui rester que sa base militante qui n'est plus en mesure de le soutenir. Donc malheureusement, ça dit quand même qu'il faut quand même pouvoir s'appuyer sur une coalition large malheureusement ou heureusement, mais je compte le parti de dire qu'ils sont là et ils sont là pour rester, et donc il faut arriver à composer dans une logique de coalition plutôt que de mouvements un peu diffus autour d'une personne unique, parce que c'est uniquement quelque chose de très précaire et de très fugace si on se base uniquement sur le succès et l'aura d'une personne. L'aura ne sera jamais transférable, donc on a besoin de s'inscrire dans la durée. Est-ce que vous pensez que si jamais une figure donc plus conservatrice arrive au pouvoir au Canada, Donald Trump pourrait laisser cette autonomie à l'État et plutôt travailler dans une forme de coopération ? Donc pour revenir sur ces déclarations de Donald Trump à l'égard du Canada, c'est des prises de position, il n'y a aucune volonté politique derrière. On est ce qu'on peut dire en anglais ou sur les internets de trolling, de taquinerie. Presque bon enfant pour voir un peu comment son adversaire va réagir, mais il n'y a aucune velléité d'aller envahir le Canada. Sans velléité, on pourrait comprendre l'intérêt politique stratégique si on voulait, mais encore une fois je pense que c'est plus pertinent d'avoir ses alliés forts avec et encore une fois il y a cette dynamique, et c'était censé être le havre, d'ailleurs parenthèse et blague, c'était censé être le havre pour tous les célébrités, les starlets déçus ou qui n'auraient pas encaissé la victoire de Donald Trump d'aller s'exiler vers le Canada, mais j'en ferme la parenthèse. Donc je pense que ça peut renforcer effectivement les liens nord-atlantiques et effectivement ils en ont besoin, mais ça peut renforcer cette coopération entre Trump et ses voisins directs, notamment le Canada, qui est aussi un grand foyer d'Américains qui y vivent. Je voudrais vous poser une question complètement nulle. On a été rejoint en studio par Richard Dessez. Richard, on ne vous entendait. Votre micro est enfin ouvert, mais du coup, je vous réintroduis. Richard Dessez est avec nous, Louis Rigaudière aussi. Ils vont prendre part à cet échange. Je voudrais vous poser une question, Nicolas Conquer, complètement bas de gamme. J'ai appris récemment que Justin Trudeau était un boxeur émérite et même qu'il avait étendu un adversaire plus grand et plus mastoc que lui et que ça a été le début d'une carrière politique évidemment confirmée par quelque chose d'aussi puissamment intelligent et d'aussi médiatiquement significatif. Est-ce que vous savez si Emmanuel Macron, qui flatte les chines de Justin et qui l'embrasse dès qu'il le peut, a appris à boxer après Justin Trudeau ou avant ?
Alors, je sais pas s'il a appris à boxer, mais cette photo de Emmanuel Macron était surtout très photoshopée. On le voyait, les biceps très contractés. Et encore une fois, c'était une mise en scène. Mais c'est sûr que la popularité de Justin Trudeau, au-delà de son nom qu'il avait, qu'on le disait tout à l'heure, c'est donc le fils de Pierre Elliott Trudeau, est apparu au grand public à travers ce match de boxe. Il avait les cheveux longs à l'époque. Enfin, il dénotait. Et du coup, ça a suscité un peu l'adhésion du public. Et on le voit aujourd'hui, que ce soit en politique ou certaines célébrités YouTube qui cherchent à organiser des combats assez sensationnels. On le voyait, il y a un des plus gros combats de boxe qui a eu lieu dernièrement entre Mike Tyson, cette ancienne gloire de la boxe, et un influenceur qui est Logan Paul, qui arrive à mobiliser les masses. Et donc on revient peut-être à cette idée de la politique qui est à la manière d'un show. Et d'une certaine manière, Trump, en son temps, lui aussi a fait des matchs de catch. D'accord, mais on est bien d'accord. Donc Emmanuel Macron, en fait, a été un suiveur de Justin Trudeau et pas du tout l'inventeur d'une nouvelle manière de faire la politique. Non, mais ils s'y retrouvent bien, donc peut-être qu'ils seront voués à la même destinée. Maintenant, voilà, je salue cet esprit batailleur, bagarreur d'Emmanuel Macron. C'est ce qu'on attend de tout chef d'État. Mais encore une fois, il est jamais monté sur le ring pour affronter qui que ce soit. Et est-ce que vous n'avez pas l'impression, malgré tout, que j'entends que vous trouvez qu'Emmanuel Macron est épatant parce qu'il monte ses petits biceps, mais ou que Donald Trump était quelqu'un de particulièrement génial parce qu'il a fait un match de catch. Est-ce que vous n'avez pas l'impression malgré tout que cette politique spectacle est malgré tout de l'ordre du bas de gamme Non, je pense que d'une part, ça permet de réintéresser l'opinion sur le fait politique, et derrière, c'est heureusement que son bilan et son programme ne se limite pas à ça. Oui. Et derrière, il a des résultats, il délivre, et tant dans l'art de la négociation que sur la capacité à mettre en place des deals de paix ou des accords qui contribuent à la prospérité de son pays et des gens qui l'ont élu. C'est ça qui fait son succès. Et derrière, voilà, c'est une figure pas évidente et réservée aux professionnels, mais voilà, il faut ensuite adapter ça, localiser le style par rapport à là où on intervient. Je n'aspire pas à un copier-coller d'un Trump en France. Il faut également pouvoir composer avec le style et la rondeur de ces institutions. Trudeau, c'était aussi le grand ami des islamistes, puisque ça va avec le progressisme, forcément. Tout le long de son mandat, il aura tenté de les brosser dans le sens du poil. Et pourtant, avec des échecs cuisants, on a régulièrement la presse canadienne qui titrait que tel ou tel leader d'organisation, d'association, tel imam refusait finalement de le rencontrer pour ses positions vis-à-vis de la Palestine. Est-ce que Justin Trudeau n'a pas payé aussi le prix de cette stratégie en essayant pendant des années de pouvoir s'accoquiner avec ces populations-là, ce qui pourrait d'ailleurs faire penser un peu à Mélenchon, et puis finalement en devant aller toujours plus loin dans les gages à donner et en étant rattrapé par le pouvoir qu'il a donné à ces communautés-là. Oui, c'est la parfaite synthèse de cet islamo-gauchisme. Donc d'un côté le progressisme, et derrière cet allié de circonstance qu'est cet islam et ces communautés qui sont grandissantes au Canada. Mais effectivement, à force de vouloir donner des gages partout, ça se retourne contre lui. Et aujourd'hui, la seule raison pour laquelle le nouveau Parti démocrate, qui est l'équivalent du nouveau Front populaire, ne vote pas en sa défaveur dans un vote de confiance, c'est pour empêcher, faire rempart à l'extrême droite, dit-on entre guillemets, du Parti conservateur, qui aurait une majorité écrasante. Donc effectivement, oui, il paye cette stratégie qui est due en même temps, de manière à ce qu'on voit en France également. Ça pourrait effectivement inspirer Jean-Luc Mélenchon sur les risques de sa stratégie quand il essaie d'être dans la complaisance. Non, mais ils sont déjà dans un clientélisme, ils ont besoin de ça, ils sont dans une nécessité idéologique, et ça court à leur perte, et on voit que... Est-ce qu'il réalise le risque justement qu'il peut y avoir derrière, avec un rapport de force qu'il, pour l'instant, Jean-Luc Mélenchon a l'impression de maîtriser cette stratégie. Est-ce que demain, ça pourrait se retourner de la même façon que Justin Trudeau aurait pu subir ce pouvoir qu'il a donné aux communautés ? Moi, je pense qu'ils sont très détachés de leur base et qu'ils devraient écouter, on l'avait hier sur votre antenne, à Cotarac, qui sont des transfuges LFistes, et qui pourraient un peu prendre en compte un petit peu ces signalements, ces alertes, ces dérives idéologiques, la manière dont ils se font noyauter par un islamo-gauchisme évidemment, mais ils préfèrent faire du clientélisme dessus qui les conduit à leur perte. Louis Rigaudière. Oui, non, je lis que Justin Trudeau a démissionné sous la pression politique et populaire, c'est un fait, mais sans vouloir comparer les deux situations politiques françaises et canadiennes qui sont quand même très différentes, et il y a un système politique là aussi qui joue beaucoup, qui est très différent. Comment expliquer que l'un démissionne et Emmanuel Macron, lui, reste absolument en place, alors que la pression est à minima équivalente. Est-ce qu'on pourrait vraiment comparer les deux situations déjà ? Est-ce qu'une crise politique est vraiment comparable, canadienne et française ? Et pourquoi l'un démissionne et pas l'autre ?
Bon, il faut rappeler qu'on est uniquement le 7 janvier, il s'est passé énormément de choses depuis cette nouvelle année 2025. Hein. Ça bouge en Allemagne, et au UK également, que là, on ne peut pas forcément attendre que tout se fasse en un claquement de doigts. Et effectivement, les systèmes sont spécifiques. Le rôle de Justin Trudeau n'est pas celui du président de la République en France. Là, il y avait une succession en fait de crises avec des démissions en série et une cote de popularité et le fait de risquer de mettre à mal son parti avec ce vote de censure ou de ce vote de confiance qui là pour le coup balayerait directement le parti qu'il représente. À ce stade, encore une fois, comme le dit Pierre Poilievre, rien ne change. Le Parti libéral reste celui qui dirige le pays. Les prochaines élections, on le rappelle, sont en octobre prochain. Donc là, à ce stade, lui se démet de ses fonctions jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau leader de ce parti qui arrive. Donc c'est une manière en fait d'immobiliser, de figer un petit peu la partie. Est-ce que les recours et le process ne sera pas le même, mais le résultat peut intervenir de la même manière en France à la faveur d'une accélération de cette crise. Donc je pense que est-ce que c'est un effet domino ? On le voit que désormais, on avait Emmanuel Macron qui désormais commence à vouloir, encore une fois, sortir les petits biceps et aller s'en prendre à Elon Musk. Donc, est-ce que c'est lui-même qui cherche à être l'artisan de sa propre perte ? On n'est plus surpris de rien à ce stade. Il a peut-être l'impression aussi que justement, face à cette émergence de figures très fortes, c'est le moment plus que jamais de montrer qu'il a les épaules aussi pour faire face. Et c'est d'ailleurs ce que cherche de plus en plus de peuples, ces fameuses figures politiques qui assument leur ligne claire, qui s'affirment vis-à-vis des puissances étrangères. Peut-être qu'Emmanuel Macron essaie de jouer ses dernières cartes. Oui, là, c'est un dernier soubresaut. On voit qu'il n'est plus du tout en position de force. Et d'ailleurs, si on se revient sur la scène de la réouverture de Notre-Dame, il y a Donald Trump qui arrive, qui lui vient d'être élu triomphalement, et Macron qui a une censure de son gouvernement. Donc ça montre encore une fois, il y a deux films, cette cote de popularité donne pas du tout une position de force un petit peu et donne pas le momentum. Donc derrière les déclarations, elles n'ont que peu de poids. C'est un peu comme dans la fable, la grenouille qui se voulait aussi grosse que le bœuf, comme vous voyez. Et c'est de la même manière au UK et en Allemagne. C'est à la suite de déclarations de ce style-là qu'ils se sont attirés un peu les tweets assez cinglants d'Elon Musk et qui les ont vraiment mis à mal. Donc reste à voir si ça peut aussi contribuer à ce basculement, non seulement dans une ingérence, mais seulement dans une prise de conscience qu'il y a une dichotomie entre une vérité officielle qui est assurée par les médias et un gouvernement qui se maintient à bout de bras versus une vraie volonté populaire qui cherche à ce qu'il y ait enfin une alternance. Oui, c'est ça, c'est qu'au-delà de ce fameux gouvernement paralysé dont parle Justin Trudeau et du fait que c'est surtout pour ça qu'il démissionne, c'est pas tant les mécanismes institutionnels qui l'ont poussé à la démission, c'est vraiment la pression populaire selon vous. Oui, qui est manifeste. Hein. Encore une fois, s'il n'était pas à 20% d'opinion favorable, il aurait pu se maintenir, mais là, la situation va en s'exacerbant et on le dit déjà, le premier parti d'opposition qui aurait directement une majorité absolue laisse à penser que si la situation s'empire, ça amplifiera encore le malaise et le rapport de force pour ce parti conservateur. Est-ce que, comme en France, il avait le soutien de la classe médiatique ou bien est-ce que, là aussi, il y a eu un basculement petit à petit de l'opinion publique avec l'émergence de nouveaux médias qui ont pu aussi porter un discours différent de celui qui était imposé depuis des années ? Là, effectivement, on peut remercier le rôle de certains médias citoyens, journalisme citoyen, médias alternatifs qui ont également pu dénoncer les travers et aussi faire la pleine lumière sur des graves crises qui sont nées sous Justin Trudeau. Ça nous paraît loin, mais le Canada est un des pays dans lequel les confinements pendant la crise Covid et les restrictions liberticides ont perduré pendant le plus longtemps possible. Ah, elles étaient folles, elles étaient à un niveau... il y avait même des interdits bancaires, il me semblait, à ce moment-là. Justement, c'est ce qui a conduit, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement en fait, des convois de la liberté, qui sont en fait des routiers qui se sont indignés, qui se sont élevés face à cette tyrannie qui s'appliquait contre eux, cette dérive autoritaire. C'est vrai qu'on l'avait oublié, mais en fait, impressionnant. C'est eux les grands gagnants de cette victoire-là, enfin de cette démission, parce que effectivement, ils ont convergé vers Ottawa, et là, ça a déclenché un état d'urgence et des dispositifs qui n'avaient jamais été déclenchés par Justin Trudeau, sur lequel il y a des gens qui se sont vus confisquer, saisir leurs actifs. Il y a eu des cagnottes en ligne qui ont été supprimées. Enfin voilà, il y avait absolument toutes sortes de dérives.
tout en rappelant que malgré ce quoi qu'il en coûte à la Macron qui avait été au Canada, ça avait coûté énormément à certains petits propriétaires, petits entrepreneurs qui ont tout perdu dans cette phase-là. Donc ça montre déjà qu'il y avait un détachement absolument, une déconnexion absolue. Et aujourd'hui, cette victoire, elle leur revient en fait à ces convois de la liberté qui ont sacrifié beaucoup et qui, pour certains, se sont retrouvés dans des situations très précaires à cause d'une politique insensée menée par Justin Trudeau. Et est-ce que cette victoire leur revient, mais est-ce qu'ils la réclament et est-ce qu'elle leur est accordée ? Parce que, évidemment, quand Justin Trudeau démissionne, il ne dit absolument pas que c'est parce qu'il se sent péteux vis-à-vis des camionneurs canadiens. Et quand on lit la presse de grand chemin, comme dirait Jean-Yves Le Gallou au Canada, on parle uniquement du jeu institutionnel, effectivement, des élections à venir, de la capacité à se maintenir légitimement en ayant une faible majorité. Est-ce que malgré tout, il y a à un moment donné la base qui a le sentiment que c'est sa victoire, qu'on la lui concède, ou est-ce que c'est juste notre analyse ? Alors précisément sur le mouvement des convois de la liberté, ça a été minoritaire au moment des faits, mais ce courage de ceux qui se sont mobilisés aura fait un peu tache d'huile et aura mobilisé énormément l'opinion. Et désormais, l'ensemble des Canadiens qui se réjouissent de cette démission de Justin Trudeau pensent à ceux qui se sont mobilisés. Donc en soi, c'est un fait un peu catalyseur, c'est pas forcément un fait déclencheur, parce que la cote de popularité de Justin Trudeau commençait déjà à s'effriter, mais on allait un clic de plus, un niveau plus loin dans ce qui était liberticide. Et aujourd'hui, c'est pas forcément reconnu, mais ça nous permettrait de faire des parallèles avec ce qu'on voit en France. À l'heure actuelle, il y a une mobilisation des agriculteurs qui sont en train d'arriver sur Paris, en train de faire une mobilisation. Donc est-ce qu'on peut y trouver une espèce d'écho à ce mouvement des convois de la liberté, mais ça montre encore une fois... Dans la manière dont ils ont été arrêtés par rapport à d'autres types de manifestants, oui, on sent que le pouvoir réagit vigoureusement. Vous vous êtes intéressé, Nicolas Conquer, au poids des religions dans la vie politique aux États-Unis, notamment la façon dont les chrétiens, les protestants américains se sont... On pèse aujourd'hui dans les résultats électoraux. Et tout à l'heure, vous avez évoqué le protestantisme au Canada. Est-ce que c'est ça aussi qui peut provoquer le retournement de situation ? On sait par exemple que Justin Trudeau était très engagé sur la question de l'avortement, en faveur bien évidemment, là où en face, il a peut-être une population qui est plus méfiante, voire carrément opposée. Alors, ça reste un havre très progressiste, le Canada. Il y a un film qu'il faut absolument voir, qui sont les films de Denis Arcand, notamment les Invasions barbares, dans lequel on voit, ça remonte dans les années 90, où on voit cette révolution tranquille, ce Canada qui était, et notamment le Québec, qui était très catholique, avec un catholicisme ouvrier très présent, qui tenait toutes les instances du pouvoir, et qui lentement s'est affadi, qui s'est tiédi et qui a absolument disparu. Et qui symbolise en fait ce vide un peu spirituel qui s'est matérialisé, ce relativisme ambiant qu'il y a au Canada, et cette dérive dans cette idéologie woke et progressiste. Il y a eu notamment, au cours de ces dernières années, des très grands actes antichrétiens, christianophobes, des églises qui ont été brûlées et qui sont devenus un véritable scandale. Si même Justin Trudeau l'a dénoncé du bout des lèvres, il disait certes c'est inacceptable, mais je peux comprendre. En fait, ce que ça disait, je vais donner un peu le contexte, c'est que il y a des histoires qui ont émergé dans la presse de gauche qui disaient à proximité d'un internat qui était tenu par des religieuses en son temps, on a trouvé des tombes de natifs, c'est-à-dire d'Indiens d'Amérique qui auraient été enterrés là, et donc on est allé à la moindre toutes sortes de spéculations sur les traitements qui leur étaient infligés, et à la suite de ça avait s'élevé absolument un vent de colère, alors que c'était tout à fait un fake news sans nom. Et ça a conduit à des incendies de nombreuses églises dans le Québec et au Canada. Donc il y a quand même une base très antichrétienne qui est alimentée aussi par cette idéologie woke. Donc rappelons-le, ils attisent un peu la division et une haine de ce que nous représentons et de leur identité. Parce que sans religion chrétienne et catholique, il n'y a absolument pas de Québec. En tout cas, c'est sur le point de basculer. Merci beaucoup Nicolas Conquer d'avoir été avec nous ce matin. Et puis on va suivre l'affaire canadienne de très près. On vous retrouvera très bientôt de toute façon. Merci.